Ma famille m'a supplié de cacher la liaison de mon frère avec ma fiancée pour protéger sa carrière. J'ai souri, hoché la tête, et j'ai projeté la vidéo sur la télévision du salon. Je suis chirurgien traumatologue dans un grand centre hospitalier de Paris. Toute ma vie professionnelle repose sur ma capacité à gérer des urgences catastrophiques alors qu'une vie humaine est littéralement en train de glisser entre mes mains. On apprend à compartimenter. On apprend à rester de glace quand les moniteurs hurlent, quand le sang s'accumule, et quand tout dans la pièce tourne au cauchemar absolu. On apprend à anticiper de 3, 4, 5 étapes, alors que le moment présent est en train de s'effondrer autour de soi. C'est cette formation médicale éreintante qui est la seule chose qui a sauvé ma santé mentale. Le 23 décembre, je venais de terminer une garde brutale de 36 heures. Il y avait eu un carambolage monstre sur l'autoroute A6, et j'avais été plongé dans le chaos jusqu'au coude. Normalement, j'aurais dû travailler toute la semaine de Noël, mais un autre titulaire est intervenu pour prendre mes heures restantes car je l'avais couvert pour la naissance de sa fille le mois dernier. Ils ont modifié le planning et soudain, j'étais libre. J'ai envoyé un texto à ma fiancée, Chloé, vers midi, pour lui dire que je prenais un café, mais j'ai intentionnellement omis de préciser que je rentrais tôt. Surprise. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai supposé qu'elle était sortie faire des courses, acheter les dernières choses pour le grand dîner du réveillon de Noël chez mes parents le lendemain. Nous étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 10 mois. Le mariage était prévu pour début mars. Les 35 000 € d'acompte étaient entièrement payés. La salle de réception dans le centre de Paris était complètement réservée. Sa robe sur mesure était déjà retouchée et suspendue dans une housse dans notre chambre d'amis. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un fleuriste de luxe et j'ai pris un immense bouquet de lys stargazé, ses fleurs préférées. J'étais épuisé. J'avais mal partout, mais je souriais. Je pensais à la façon dont son visage s'illuminerait quand je passerais la porte. Comment nous passerions l'après-midi enneigé enlacés dans les draps chauds avant que le chaos étouffant des fêtes ne commence officiellement. Je ne suis pas habituellement du genre à faire des surprises, mais je me sentais incroyablement chanceux. J'avais l'impression que ma vie était parfaitement tracée. J'avais une carrière bien rémunérée qui me passionnait, une belle fiancée que je pensais être mon âme sœur, et une famille très unie. Mon jeune frère, Luc, et moi devions regarder le match du PSG plus tard cette semaine-là. Tout était exactement là où ça devait être dans mon univers. Puis je suis entré dans mon allée enneigée et j'ai vu la Jeep noire de Luc garée légèrement de travers. Ce n'était pas entièrement inhabituel. Nous vivions à environ 30 minutes l'un de l'autre et il passait parfois pour emprunter des outils ou piller ma collection de cognac coûteux. J'ai pensé qu'il aidait peut-être Chloé à déplacer la lourde table de salle à manger ancienne ou à accrocher les guirlandes lumineuses extérieures que je n'avais pas eu le temps d'installer. Il était censé être ce genre de frère fiable et serviable. Du moins, c'est ce que je pensais bêtement. J'ai déverrouillé la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, espérant leur faire peur. La maison était d'un silence de mort. Pas de télévision en fond sonore depuis le salon. Pas de playlist Spotify provenant des enceintes de la cuisine. J'ai failli crier, Chloé, Luc. Mais quelque chose m'a arrêté. Puis j'ai entendu. C'était faible, venant de l'étage. Ce n'était pas une conversation. C'était un rythme. Un grincement lourd et rythmé du plancher accompagné de sons étouffés, haletants. Mon estomac a plongé dans un abîme sans fond, mais mon cerveau est instantanément passé en mode salle de trauma. Évaluer, vérifier, répondre, contenir l'hémorragie. Mon rythme cardiaque a en fait ralenti. J'ai posé silencieusement les lisses sur la console de l'entrée. J'ai enlevé mes bottes pour ne pas faire de bruit. J'ai monté les escaliers recouverts de moquettes. Chaque pas lent, délibéré, et entièrement silencieux. La porte de la chambre principale était entr'ouverte d'environ 15 cm. Le couloir était sombre, mais le soleil d'hiver de l'après-midi filtrait à travers les stores de la chambre, l'illuminant parfaitement. Et à travers cette fente de 15 cm, j'ai vu tout ce que j'aurais jamais besoin de voir pour le reste de ma vie. Luc, Chloé, mon lit, notre lit, le lit que j'avais acheté quand nous avions emménagé ensemble. Ils ne m'ont pas remarqué. Ils étaient complètement, violemment enlacés l'un dans l'autre. Je n'ai pas fait un bruit. Je n'ai pas eu de haut le cœur. Je n'ai pas poussé la porte pour commencer à crier. Je n'ai pas annoncé ma présence comme un personnage dramatique dans un feuilleton. J'ai simplement mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone,
ouvert l'application de l'appareil photo et appuyé sur enregistrer. Je suis resté là comme un fantôme, et j'ai enregistré 90 secondes de vidéo en haute définition 4K. Les visages étaient clairement visibles. L'audio était écœurant de clarté. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté possible sur ce qui se passait, qui le faisait, où il le faisait. La caméra a parfaitement capturé le tatouage tribal distinctif de Luke sur son omoplate gauche. Le stupide tatouage a sorti que nous nous étions fait ensemble lors d'un voyage arrosé à Ibiza il y a 5 ans. Elle a capturé la main de Chloé agrippant la tête de Lee, la bague de fiançailles en diamant. J'avais dépensé 3 mois de salaire pour qu'elle capte la lumière de l'après-midi. J'ai tout enregistré. J'ai laissé la preuve se solidifier. Puis je suis redescendu les escaliers, j'ai dépassé les lisses, je suis sorti par la porte d'entrée dans le froid glacial et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assis là, garé à un demi-pâté de maison dans la rue enneigée pendant peut-être 20 minutes. J'ai laissé le moteur éteint. La température glaciale qui s'infiltrait dans l'habitacle correspondait à la glace dans mes veines. Je m'attendais à ce que la rage aveugle me frappe. Je m'attendais à frapper le volant, à crier jusqu'à ce que ma gorge saigne, à m'effondrer en larmes hystériques, mais rien n'est venu. Tout ce que je ressentais, c'était une terrifiante clarté cristalline, chirurgicale. J'ai regardé la vidéo une fois pour m'assurer que ce n'était pas une hallucination. J'ai vérifié l'horodatage. 14h14. J'ai vérifié que les visages étaient indéniablement clairs. J'ai immédiatement sauvegardé le fichier sur 3 comptes cloud sécurisés distincts, là, dans la voiture glaciale. J'ai envoyé une copie par email à une adresse secondaire sécurisée. Puis j'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé un texto à Chloé. Salut ma belle, le carambolage était pire que prévu. Ma garde a été prolongée. Je suis vraiment désolé, mais je ne serai pas à la maison avant demain matin. On se voit chez mes parents demain après-midi pour le dîner du réveillon. Je t'aime tellement. Elle a répondu 8 minutes plus tard. Oh, non. Tu travailles si dur, mon amour. S'il te plaît, repose-toi dès que tu peux. Tu me manques déjà. Je suis juste en train de nettoyer la maison et de préparer les choses. J'ai hâte d'être à demain. Luc m'a envoyé un texto 35 minutes après. Yo, frérot, t'es dispo cette semaine? Je pensais qu'on pourrait mater le match et boire quelques bières. Tiens-moi au courant. Je suis resté assis dans la voiture glaciale à regarder les 2 messages. Puis j'ai regardé la vidéo, toujours minimisée sur mon écran. Il n'avait absolument aucune idée que je savais. Il n'avait aucune idée que j'avais été debout à 1,2 m. Il n'avait aucune idée du type d'arme nucléaire numérique que je tenais actuellement entre mes mains. Et j'avais exactement 28 heures avant le grand dîner familial du réveillon de Noël où ils seraient tous les 2 assis à la table en acajou de mes parents. Ils joueraient à la famille heureuse, se passeraient la sauce, et me regarderaient droit dans les yeux comme s'ils n'avaient pas juste détruit tout mon univers. J'avais 28 heures pour décider exactement comment je voulais réduire systématiquement leur monde en cendres. J'ai démarré la voiture, je me suis éloigné du quartier où je pensais élever des enfants, et j'ai conduit jusqu'à un hôtel haut de gamme de l'autre côté de la ville. Je me suis enregistré sous mon nom, j'ai payé en espèces, j'ai demandé un départ tardif, et je me suis assis sur le bord du lit king size avec mon ordinateur portable ouvert. La vidéo était téléchargée. Les sauvegardes étaient sécurisées. Luc a envoyé un autre texto. Frérot, ça va? T'es bizarrement silencieux, MDR. J'ai regardé mon téléphone, son message, l'emoji cœur rouge de Chloé toujours sur mon écran de verrouillage. Puis dans le silence de cette chambre d'hôtel stérile, j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais franchi la porte de chez moi. Ce n'était pas moi qui devais m'inquiéter d'aller bien. C'était eux. Ils ne savaient juste pas que le compte à rebours avait déjà commencé. Mise à jour 1. 24 décembre, le réveillon de Noël. J'ai passé toute la matinée dans cette chambre d'hôtel à faire ce que je fais de mieux, préparer le bloc opératoire pour une procédure sanglante massive. Les chirurgiens n'improvisent pas. Nous suivons des listes de contrôle. Nous anticipons les complications. Nous nous assurons que tous les instruments sont stérilisés et prêts. Alors, j'ai fait une liste de contrôle. Preuve sécurisée. Fait. 4 sauvegardes cloud distinctes, plus le fichier brut original sur mon téléphone. Chronologie documentée. Fait. J'ai passé 4 heures à éplucher 8 mois de messages textes,
à croiser mon emploi du temps éreintant à l'hôpital avec leurs messages. J'ai fait des captures d'écran de chaque fois que Luc disait qu'il était occupé par le travail ou que Chloé mentionnait qu'elle faisait des courses ou allait à un cours de yoga. Les schémas étaient écœurants d'évidence maintenant. Un week-end sur 2, quand j'étais de garde à l'hôpital. Ce week-end de septembre où j'ai pris l'avion pour une conférence médicale à Marseille et où elle a prétendu avoir un week-end entre filles à Paris. Luc avait posté une photo d'un cocktail dans un bar à exactement 4 rues de chez moi. La même nuit, ça durait depuis au moins 6 mois, peut-être même depuis les 10 mois de nos fiançailles. À 10 heures, j'ai appelé un type que je connaissais de mes années de fac qui s'était spécialisé en droit de la famille et du patrimoine. J'ai payé ses frais de consultation d'urgence par téléphone. Nous avons eu une conversation concise de 30 minutes. La maison, elle était 100% à moi. Je l'avais achetée 3 ans avant même de rencontrer Chloé. Son nom n'apparaissait nulle part sur l'acte de propriété. La bague de fiançailles à 12 000 €, légalement un cadeau conditionnel selon la loi française. Si le mariage n'a pas lieu, la bague revient à l'acheteur. Si elle ne la rendait pas volontairement, je pouvais la poursuivre pour la valeur totale plus les frais de justice. La vidéo, complètement 100% légale. C'était ma maison, mon crédit immobilier, ma chambre, ma sécurité. Il n'y avait aucune attente de vie privée pour des intrus commettant un adultère dans mon domicile. Faites ce que vous avez à faire, a dit l'avocat. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes complètement protégé. Je suis arrivé à la grande maison de banlieue de mes parents à 17 heures précises. La maison de ma mère sentait toujours massivement la dinde rôtie, la farce à la sauge et la cannelle pendant les fêtes. Une vague de nostalgie intense de mon enfance m'a frappé pendant environ 3 secondes avant que je ne me souvienne de la raison exacte pour laquelle je franchissais cette porte. La Jeep de Luc était déjà garée dans l'allée. Tout comme la berline blanche de Chloé. Je suis entré, portant une bouteille de vin, agissant comme si de rien n'était. Mon rythme cardiaque était stable à 60 BPM, de glace. Chloé était dans la cuisine avec ma mère, portant un joli tablier à fleurs, riant aux éclats à propos d'une blague de famille. Elle m'a vu et tout son visage s'est illuminé d'une fausse joie. Elle a traversé la cuisine, m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé profondément. Tu m'as tellement manqué, mon amour. J'étais si inquiète pour toi pendant la tempête, a-t-elle roucoulé. Je l'ai embrassé en retour. J'ai forcé mes lèvres à former un sourire. Toi aussi tu m'as manqué. Content d'être là. Luc est sorti du salon en tenant une bière artisanale. Il m'a frappé fort sur l'épaule. Le voilà, le sauveur de vie. Je pensais que tu allais être coincé à l'hôpital, mec. Je ne manquerai Noël avec la famille pour rien au monde, ai-je dit doucement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La famille, c'est tout, n'est-ce pas, Luc? Absolument, frérot, a-t-il souri, prenant une gorgée de sa bière. Je les ai observés comme un faucon pendant tout le dîner. La table était pleine. Mes parents, ma tante et mon oncle, mon cousin, Luc, Chloé, et moi. Luc a raconté une histoire exagérée sur son travail dans la finance, et tout le monde a gloussé. Chloé n'arrêtait pas de poser sa main sur ma cuisse sous la table, jouant le rôle de la fiancée dévouée et parfaite à la perfection absolue. Ma mère ne cessait de s'extasier sur le mariage à venir, demandant à Chloé si elle avait finalisé les arrangements floraux et le plan de table. J'ai joué le jeu sans faille. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai mâché la dinde sèche. J'ai répondu à leurs questions banales. Mon père m'a posé des questions sur l'hôpital. Je lui ai parlé du carambolage, des opérations, du chaos. C'était une conversation complètement normale, une soirée de fête complètement normale et joyeuse, sauf que je gardais ma main droite dans ma poche, mon pouce planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. Une fois le dessert débarrassé et le café servi, je me suis levé de table. J'ai tapoté ma cuillère contre ma tasse de café. Est-ce que tout le monde peut aller s'asseoir au salon 1 minute? J'ai besoin de partager quelque chose avec la famille. C'est important. Ma mère avait l'air ravie, pensant probablement que j'allais annoncer une grossesse. Oh, bien sûr, chérie. Tout le monde au salon. Une fois qu'ils étaient tous assis sur les canapés, je me suis dirigé vers l'immense Smart TV de 75 pouces accroché au mur. Je vais diffuser une petite vidéo sur l'écran très rapidement, ai-je annoncé. Qu'est-ce que c'est?
Un diaporama des photos de fiançailles, a demandé mon père en ajustant ses lunettes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste connecté mon téléphone au réseau de la télévision, maximisé le fichier, et appuyé sur lecture. La vidéo a commencé instantanément. Le volume de la télévision était réglé sur 40. Le son a frappé la pièce en premier. Le grincement rythmé reconnaissable de mon sommier, les gémissements explicites, haletants. Puis l'image 4K d'une clarté cristalline a inondé l'écran géant. Le dos de Luc. Le tatouage tribal. Le visage de Chloé complètement visible par-dessus son épaule. Ses yeux fermés d'extase. Pendant 2 secondes, il y a eu un silence absolu, paralysant. Le genre de silence qui aspire l'oxygène d'une pièce. Puis Chloé a crié. Elle n'a pas seulement eu un sursaut. Elle a poussé un hurlement guttural, horrifiant. Elle s'est jetée par-dessus la table basse vers la télévision, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Luc est devenu complètement blême. Il s'est levé si vite que ses genoux ont heurté la table basse, faisant s'écraser les tasses sur le sol. Éteins ça. Éteins cette merde. Asseyez-vous, ai-je ordonné. Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'est pas montée. C'était exactement la même voix que j'utilisais pour donner des ordres aux infirmières au-dessus d'une artère qui saigne. Froide, absolue. La vidéo a tourné pendant 30 secondes, résonnant dans le salon de banlieue avant que mon père ne se précipite enfin vers la télécommande et n'appuie frénétiquement sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'un poumon collabé. Puis le chaos a éclaté. Mais à quoi diable pensais-tu? C'était mon père, mais il ne regardait pas Luc. Il me regardait directement. Moi, ai-je demandé en inclinant la tête. Tu les as enregistrés, a hurlé ma mère, son visage rouge de fureur. Dans ta propre maison. C'est illégal. C'est une violation flagrante de la vie privée. Je l'ai regardé, luttant sincèrement pour comprendre l'audace de sa réaction. Maman, ils étaient en train de coucher ensemble dans mon lit, dans ma maison, pendant que j'étais à l'hôpital en train de sauver des vies, et tu es en train de me crier dessus pour avoir enregistré la preuve. Luc s'est mis à pleurer, à sangloter comme un enfant. Il est tombé à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. On était ivres. On ne voulait pas, vous ne vouliez pas quoi, les jeux coupés, ma voix tranchant à travers ses larmes pathétiques. Ne pas vouloir coucher avec ma fiancée? Ne pas vouloir le faire dans mon lit ou ne pas vouloir être pris en vidéo? N'utilise pas ce ton agressif dans cette maison, a aboyé mon père, pointant un doigt tremblant vers moi. Chloé était recroquevillée en boule sur le sol, sanglotant hystériquement dans ses mains. S'il te plaît, mon amour, on peut arranger ça. C'était une erreur d'un soir. J'étais stressé par le mariage. J'ai fait une horrible erreur. Depuis combien de temps, lui ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Elle s'est juste mise à pleurer plus fort. Elle ne voulait pas me regarder. Depuis combien de temps, ai-je demandé à nouveau, plus fort. 7 mois, a murmuré Luc, fixant le tapis. 7 mois. Plus de la moitié de nos fiançailles. Pendant que je payais pour la salle, la robe, les fleurs. Pendant qu'elle m'embrassait pour me dire au revoir chaque matin. Ma mère s'est approchée, s'est agenouillée, et a en fait mis son bras autour des épaules tremblantes de Luc, le réconfortant. Ces choses arrivent, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais sur la défensive. Les gens font de terribles erreurs. Vous êtes frères. Tu n'as pas à faire tout un plat de ça et à détruire la vie de tout le monde pour une erreur. Faire tout un plat, ai-je répété lentement, laissant les mots avoir un goût de cendre dans ma bouche. C'est le réveillon de Noël, a hurlé mon père, le visage violet. Tu vas gâcher toutes les fêtes pour la famille. N'aurais-tu pas pu garder ça privé? Le gérer discrètement après le week-end. Il a fallu que tu nous tendes une embuscade comme un psychopathe. J'ai regardé autour de la pièce. Ma tante et mon oncle étaient assis, figés sur le canapé, l'air absolument horrifié, mais restant complètement silencieux. Ma mère était en train de frotter activement le dos de l'homme qui avait couché avec ma future femme. Mon père me fusillait du regard comme si je venais de commettre un meurtre. Chloé pleurait sur le sol. Pas une seule personne dans cette pièce n'était de mon côté. Pas une seule.
J'étais la victime d'une trahison dévastatrice de 7 mois, et il me traitait comme le méchant pour l'avoir exposé. Vous voulez que je garde ça privé, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure qui a commandé la pièce. Pour qu'on puisse tous se réveiller demain, découper la dinde, sourire pour les photos de famille, et prétendre que rien ne s'est passé. Tout ça pour protéger les sentiments fragiles de Luc. C'est ton frère, a pleuré ma mère. C'est la famille. Vas-tu vraiment jeter ton propre sang pour une fille? J'ai senti quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du chagrin. C'était la rupture libératrice finale de chaîne que je ne savais pas que je portais. Je ne jette rien, ai-je dit en boutonnant mon manteau. Vous l'avez tous déjà fait. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ne sois pas dramatique, a aboyé mon père, me suivant dans le couloir. Rassieds-toi. Nous allons parler de ça comme des adultes. Nous pouvons surmonter ça en famille. Non, ai-je dit, ouvrant la lourde porte en chêne et laissant la neige glaciale s'engouffrer dans l'entrée. Nous ne le ferons pas. Je suis sorti dans la nuit froide. Derrière moi, j'entendais ma mère crier quelque chose sur le fait que j'étais un salaud égoïste, que je déchirais la famille pour mon propre ego. Je suis monté dans mon SUV. J'ai verrouillé les portes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le tout nouveau compte de réseau social public que j'avais créé ce matin-là. La vidéo était déjà en file d'attente. La légende était déjà écrite. 23 décembre, 14h14. Mon frère Luc et ma fiancée Chloé dans mon lit, dans ma maison, pendant que je faisais une garde de 36 heures à l'hôpital. Ils font ça depuis 7 mois. Mes parents viennent de me dire de m'excuser d'avoir contrarié la famille. Joyeux Noël. J'avais toutes les identifications prêtes. Le profil de Luc, le profil de Chloé, la société de finance de Luc, l'agence de design graphique de Chloé, une douzaine de nos amis communs, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur un bouton. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon père. Si tu fais quelque chose de stupide et d'embarrassant publiquement, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Reviens à l'intérieur tout de suite. J'ai regardé son message. J'ai regardé la maison sombre et enneigée où j'avais grandi. J'ai réalisé que je n'avais absolument plus rien à perdre. Il m'avait déjà méticuleusement dépouillé de mon avenir, de ma partenaire, de mon frère, et de l'amour de mes parents. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai appuyé sur publier. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas douté une seule milliseconde. J'ai regardé la barre de progression bleue fuser à travers l'écran. Téléchargement terminé. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai jeté sur le siège passager, suis retourné à mon hôtel, j'ai commandé un steak à 60 € au service d'étage, et j'ai dormi plus profondément et mieux que je ne l'avais fait depuis une décennie. Mise à jour 2. Le matin de Noël. Je me suis réveillé à 8 heures avec exactement 412 notifications. Je n'en ai lu aucune. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger » et j'ai commencé à exécuter le reste de la liste de contrôle. Premier appel, la salle de réception du mariage. Bonjour, c'est concernant la réservation du 12 mars à mon nom. Je dois annuler l'événement. La coordinatrice a eu un OK. Monsieur, c'est dans moins de 4 mois. Selon le contrat, vous perdrez l'intégralité de l'acompte de 14 000 €. J'en suis pleinement conscient. Annulez-le immédiatement. Envoyez-moi l'email de confirmation. J'ai raccroché. Appel suivant. Le traiteur de luxe. Annulé. Perdu 4 500 €. Le fleuriste. Annulé. Perdu 2 000 €. Le photographe, le DJ, le quatuor à cordes, tout a été effacé. J'ai systématiquement brûlé 28 000 € d'acompte non remboursable en exactement 45 minutes. Je n'ai ressenti aucune douleur. C'était l'impôt le moins cher que j'aurais pu payer pour racheter le reste de ma vie. Appel suivant, un serrurier d'urgence 24 heures sur 24. J'ai besoin que toutes les serrures de ma propriété soient changées aujourd'hui. Je sais que c'est un jour férié. Je paierai le triple de votre tarif d'urgence. 2 heures plus tard, je l'ai rencontré chez moi. La voiture de Chloé n'était pas dans l'allée. Elle était probablement encore chez mes parents, pleurant sur l'épaule de ma mère à quel point j'étais cruel.
Je suis resté sur le porche dans le vent glacial, regardant le serrurier percer les anciens verrous. Je lui ai donné 800 € en espèces et j'ai récupéré mes nouvelles clés brillantes. Chloé avait une clé de mon sanctuaire. Plus maintenant. Prochain arrêt, la banque. Il y a 8 mois, Chloé et moi avions ouvert un compte d'épargne joint pour le mariage et notre future lune de miel. Nous y avions tous les deux déposé des fonds par virement automatique. J'avais contribué environ 32 000 €. Elle avait mis exactement 6 500 €. Je suis entré dans l'agence, j'ai évité les guichetiers, je me suis assis avec le directeur de l'agence, et je me suis fait complètement retirer du compte, mais seulement après avoir légalement retiré chaque centime des 32 000 € que j'avais déposés. Je lui ai laissé ses 6 500 €. C'était son argent. Je n'en voulais pas un centime. Mais pendant que j'étais assis à ce bureau en acajou, je me suis occupé d'autre chose. Il y a 2 ans, l'entreprise de construction de mon père avait traversé une grave période financière difficile. Il était venu me voir, chapeau bas, me demandant de l'aide pour son prêt immobilier, juste le temps que les choses se stabilisent. Je le payais depuis, 1 800 € par mois prélevés automatiquement sur mon compte courant le premier de chaque mois. Plus de 40 000 € au total. Je dois annuler un virement récurrent, ai-je dit au banquier. Elle a affiché mon profil. Le virement de 1 800 € vers le compte joint se terminant par 4 492. Êtes-vous sûr? Il doit être traité la semaine prochaine. Annulez-le. Révoquez toutes les autorisations. Avec effet immédiat. Fait. Et puis il y avait Luc. Luc m'avait supplié de lui emprunter 11 000 € en février dernier. Il prétendait avoir fait de mauvais investissements en crypto et avait besoin de couvrir son loyer et les mensualités de sa voiture avant d'être expulsé. Il avait juré sur la tombe de notre grand-père qu'il me rembourserait dans 6 mois. C'était il y a 9 mois. Je ne l'avais jamais pressé parce que, vous savez, la famille. J'ai retrouvé la conversation par texto où il avait explicitement demandé le prêt et défini les conditions de remboursement. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai transmise à mon ami avocat avec une brève note, rédige une lettre de mise en demeure pour remboursement immédiat. Donne-lui 14 jours. S'il ne vire pas les fonds, engage une procédure au tribunal civil immédiatement. Mon avocat a répondu en 6 minutes. Joyeux Noël, espèce de monstre. Je l'aurai rédigé et signifié d'ici lundi. À midi, j'avais complètement coupé tous les liens financiers, juridiques et physiques que j'avais avec eux. Plus de filets de sécurité, plus de renflouement, plus de passe-droit. Mes parents voulaient choisir Luc plutôt que moi. Très bien, ils pouvaient le soutenir financièrement. Je suis retourné à ma chambre d'hôtel, j'ai commandé un café, et j'ai finalement ouvert mes réseaux sociaux sur mon ordinateur portable en utilisant un navigateur en mode incognito. L'explosion était biblique. La vidéo avait 145 000 vues. Elle avait été partagée plus de 2000 fois. Elle avait dépassé notre cercle social immédiat et avait été reprise par des groupes de potins locaux parisiens. Les commentaires étaient un véritable bain de sang. Son propre frère l'a enterré. L'audace des parents de défendre ça est vraiment écœurante. Je connais cette fille. Elle va à ma salle de sport. Une vraie ordure. Les gens identifiaient agressivement la petite amie de Luc, Mia. Oh, c'est vrai. J'avais presque oublié Mia. Elle sortait avec Luc depuis 3 ans. C'était un amour, une institutrice. Les commentaires l'identifiaient sans relâche, lui disant de se réveiller et de regarder la vidéo. Quelqu'un avait identifié le compte d'entreprise officiel de la société de finances de Luc. Quelqu'un d'autre avait mis en lien le profil LinkedIn professionnel de Chloé et son portfolio de design graphique en freelance dans les premiers commentaires. J'ai fermé l'ordinateur portable. Une toute petite partie irrationnelle de mon cerveau se demandait si j'étais allé trop loin. Si j'avais largué une bombe nucléaire sur une fourmilière. Si j'aurais dû simplement faire mes valises en silence, annuler le mariage et m'en aller comme quelqu'un de plus mature. Puis je me suis souvenu de l'image de ma mère frottant le dos de Luc pendant qu'il pleurait de s'être fait prendre. Je me suis souvenu de mon père me traitant de dramatique et m'ordonnant de m'asseoir et de protéger l'image de la famille. Je me suis souvenu des 7 mois de mensonges, des faux sourires, de l'argent volé. Je n'étais pas allé trop loin. J'étais allé exactement assez loin. J'ai passé le reste du week-end complètement déconnecté. J'ai conduit jusqu'en Normandie, j'ai loué un chalet, j'ai coupé du bois,
J'ai bu du bon whisky, et j'ai laissé les radiations toxiques de mon ancienne vie se consumer à des kilomètres de là. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone le mardi suivant, les décombres étaient absolus. J'ai retrouvé mon cousin David pour une bière. Il était le seul membre de la famille à avoir pris de mes nouvelles pour s'enquérir de ma santé mentale plutôt que de me hurler dessus. C'est un carnage, mec, m'a dit David, secouant la tête avec incrédulité alors que nous étions assis dans le box. Tu les as complètement anéantis. Il m'a fait le topo. Luc avait été licencié. Sa société de finance avait une clause stricte de moralité et de conduite publique dans leur contrat. Avoir une vidéo virale de soi en train de trahir explicitement son propre frère pendant que son employeur est identifié dans les commentaires viole apparemment cette clause. Ils l'ont licencié le lundi matin. Mia avait vu la vidéo le jour de Noël. Selon David, elle a conduit jusqu'à la maison de mes parents, est entrée directement par la porte d'entrée pendant leur dîner de dinde misérable et tendu, a jeté la bague de promesse que Luc lui avait donnée directement à son visage, a craché sur ses chaussures, et est sortie sans dire un seul mot. Elle l'a bloqué partout. Chloé avait complètement rasé sa propre empreinte numérique. Tous ses comptes de réseaux sociaux, son LinkedIn, son site web professionnel, supprimés, effacés d'Internet. Elle avait emballé tout ce qui pouvait tenir dans sa berline et s'était enfuie dans sa ville natale en Normandie pour vivre dans sa chambre d'enfant. Ses clients indépendants l'avaient laissé tomber après que la vidéo eut circulé dans ses cercles professionnels. « Et tes parents ?» a demandé David, me regardant avec prudence. Ils perdent la tête. Ton père a manqué son paiement de prêt immobilier parce que ton prélèvement automatique n'est pas passé. Il a appelé la banque en hurlant et ils lui ont dit que tu l'avais révoqué. Il raconte à qui veut l'entendre que tu es un psychopathe vindicatif. Laisse-le faire, ai-je dit en prenant une gorgée de ma bière. La vérité n'a pas besoin de moi pour la défendre. La vidéo parle d'elle-même. Il y a autre chose, a dit David, sa voix baissant d'un ton. Il avait l'air vraiment mal à l'aise. Je n'allais pas te le dire, mais tu dois savoir. Dis-moi. David a pris une profonde inspiration. La raison pour laquelle tes parents étaient si désespérés de garder le silence. La raison pour laquelle ils voulaient que tu lui pardonnes et que tu ailles jusqu'au bout avec le mariage. Mon cerveau de chirurgien s'est mis en marche. Les pièces du puzzle ont soudainement commencé à se réarranger. La panique dans les yeux de ma mère, le désespoir de garder la famille unie. Elle est enceinte, ai-je dit platement. Les yeux de David s'écarquillèrent. Comment tu as su ? Je suis médecin, David. Et je connais la nature humaine. Qui est le père ? C'est ça le problème, a grimacé David. Chloé a juré que c'était le tien. Elle a parlé de la grossesse à ta mère une semaine avant Noël. Tes parents savaient qu'elle couchait avec Luc. Apparemment, il les avait surpris en train de s'embrasser dans l'allée en août, mais il voulait que tu l'épouses quand même. Pourquoi, ai-je demandé, bien que la réalisation écœurante m'envahissait déjà. Parce que tu es le médecin, a dit doucement David. Tu as la maison, le salaire énorme, la stabilité. Luc est criblé de dettes et t'emprunte de l'argent. Si le bébé était celui de Luc, il ne pourrait pas se le permettre. Tes parents ne pourraient pas se permettre de l'aider. Ils voulaient que tu l'épouses, que tu reconnaisses l'enfant, et que tu le soutiennes financièrement, peu importe de qui il était réellement. Pour sauver la famille du scandale et de la ruine financière. La malveillance pure et simple de cette logique m'a littéralement coupé le souffle pendant une seconde. Mes propres parents étaient prêts à me piéger pour que j'élève l'enfant bâtard de mon frère, me piégeant dans un mariage frauduleux pendant 18 ans juste pour protéger leur fils prodige des conséquences de ses actes et pour protéger leur propre portefeuille. A-t-elle fait un test de paternité, ai-je demandé, ma voix terrifiante de calme. Oui, a hoché la tête David. Quand elle est retournée en Normandie, ses parents l'ont forcée à faire un test ADN prénatal parce que Luc niait. Les résultats sont revenus hier, et c'est celui de Luc. Corrélation à 99,9%. J'ai ri. Je me suis penché en arrière dans le box et j'ai ri jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. C'était la plus belle justice poétique que l'univers aurait pu m'offrir. Luc, qui venait de perdre son emploi à 6 chiffres, qui était poursuivi par mon avocat pour 11 000 €, qui avait été largué par sa petite amie de longue date, et qui vivait actuellement dans le sous-sol de mes parents, allait maintenant être père. Et mes parents, qui avaient essayé de me manipuler pour financer ce désastre, allaient maintenant devoir soutenir financièrement leur fils au chômage, sa mère porteuse déchue en Normandie,
et leur nouveau petit enfant. Tout en devant soudainement payer leur propre prêt immobilier de 1800 € que je venais de couper. Ils avaient creusé leur propre tombe, sauté dedans, et m'avaient tendu la pelle pour les enterrer. Les mois ont passé. L'hiver a fait place au printemps. La saison où j'étais censé me marier est venue et est passée, et je n'ai ressenti aucune once de tristesse. Mon avocat a poursuivi Luc avec succès. Il n'a même pas pris la peine de se présenter à l'audience du tribunal civil. J'ai obtenu un jugement par défaut pour la totalité des 11 000 € plus les frais de justice. J'ai immédiatement demandé une saisie sur son salaire, m'assurant que dès qu'il parviendrait enfin à trouver un nouvel emploi, je prendrais une part de son salaire chaque semaine jusqu'à ce que la dette soit réglée. J'ai encadré le jugement du tribunal et l'ai accroché dans mon bureau à domicile. Il sert de beau rappel quotidien que certaines dettes ne sont jamais pardonnées. L'avocat de Chloé m'a renvoyé la bague de fiançailles par la poste fin février. Pas de mots, pas d'excuses, juste la boîte en velours. Je l'ai emmenée chez un bijoutier, je l'ai vendue pour 8 000 €, et j'ai utilisé l'argent pour réserver un voyage en solo de 2 semaines en première classe au Japon. J'ai mangé du bœuf de Kobe à Tokyo, j'ai fait de la randonnée près du mont Fuji, et j'ai senti les derniers vestiges de mon ancienne vie s'évaporer dans l'air de la montagne. Mes parents ont essayé de me contacter exactement une fois. En avril, ma mère s'est présentée sur mon porche à l'improviste, en pleurs hystériques. J'ai ouvert la porte, laissant la lourde chaîne de sécurité en place. « S'il te plaît », a-t-elle sangloté, pressant son visage contre l'ouverture de la porte. « S'il te plaît, chérie, nous nous noyons. Luc ne trouve pas de travail. Sa réputation est ruinée. Les parents de Chloé le menacent pour la pension alimentaire. La banque menace de saisir notre maison. Nous avons besoin d'aide. Tu es notre fils, ta famille. » J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde, la femme qui avait activement conspiré pour me piéger dans un mariage frauduleux afin d'élever l'enfant de mon frère. Je n'ai ressenti absolument rien. Pas de pitié, pas de colère, juste un vide clinique profond. « Tu as choisi ton fils », ai-je dit doucement. « Maintenant, tu dois le nourrir. » J'ai fermé la porte, verrouillé le pen dormant, et je suis retourné préparer mon dîner. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai installé des caméras de sécurité autour du périmètre de ma propriété et j'ai envoyé une lettre de cessation et d'abstention formelle à leur adresse, menaçant de faire intervenir la police pour violation de propriété s'ils mettaient à nouveau les pieds sur ma propriété. Cela fait exactement 1 an depuis cet après-midi enneigé de décembre. J'ai 34 ans et ma vie est complètement méconnaissable, de la meilleure façon possible. J'ai vendu la maison. Elle contenait trop de fantômes. J'ai utilisé les fonds propres pour acheter un immense pentouse ultramoderne avec vue sur tout Paris. Il est stérile, propre, et entièrement à moi. Pas de compromis, pas d'espace partagé, juste mon sanctuaire. Je m'épanouis à l'hôpital. J'ai été promu chef de la chirurgie traumatologique en septembre. Ma concentration est absolue. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux au début, juste pour tâter le terrain. Mais récemment, je vois une oncologue pédiatrique nommée Hélène. Elle est brillante, farouchement indépendante, et ne transporte aucun drame. Je lui ai raconté toute l'histoire de mon passé lors de notre 4e rendez-vous. J'ai mis toutes les cartes sur la table. Elle a écouté tranquillement, sirotant son vin, puis m'a regardé et a dit « On dirait que tu as excisé une tumeur maligne avant qu'elle ne puisse métastaser et te tuer. » Bon chirurgien. J'ai su à ce moment laquelle était la bonne. J'ai entendu dire, par le biais de David qui me donne encore occasionnellement des nouvelles non sollicitées, que Luc travaille actuellement de nuit dans un entrepôt juste à l'extérieur de la ville. Il doit me verser 20% de son maigre salaire pour le jugement du procès et une autre part massive va directement en Normandie pour la pension alimentaire. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus, vidé, et misérable. Chloé a eu un petit garçon en août. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire en Normandie, vit chez ses parents, liée en permanence à un homme qui a ruiné sa vie, et élève un enfant dans l'ombre d'un scandale viral auquel elle ne pourra jamais échapper. Mes parents travaillent supposément à temps partiel dans des commerces de détail à 60 ans passés pour payer le prêt immobilier que je payais pour eux. Complètement aliénés du reste de la famille élargie qui a vu la vidéo et appris la vérité sur leur tentative de dissimulation. Ils ont tous fait leur choix. Ils ont choisi la tromperie plutôt que la loyauté. Ils ont choisi le confort plutôt que la responsabilité.
Ils ont choisi mon frère plutôt que moi. Certaines personnes me demandent si je regrette un jour d'avoir appuyé sur ce bouton de publication. Si je me sens un jour coupable d'avoir réduit leur vie en cendres. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas brûlé leur vie. J'ai juste allumé la lumière pour que tout le monde puisse voir le feu qu'ils avaient déjà allumé. Je suis libre, et je n'ai jamais aussi bien dormi.